Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Le coup de projecteur des vraies voix. Et donc, à moins d'un an des Jeux Olympiques, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a alerté sur le risque potentiel de nouvelles tentatives d'attentats en France. Il a révélé que les services de sécurité déjouaient actuellement une tentative d'attentat tous les 2 mois sur le territoire français, Philippe. Oui, et d'ailleurs, vous l'avez rappelé, Cécile, sur les 11 derniers attentats, 10 des auteurs n'étaient pas connus des services de police, ni français, ni étrangers. Alors, est-ce qu'on peut, on est le 11 septembre, évidemment, on se souvient de ce qui s'est passé il y a 22 ans, est-ce qu'on pourrait réimaginer un 11 septembre ou un 13 novembre, un attentat massif, ou est-ce que vous avez plutôt peur de ce qu'on appelle le loup isolé, mais qui n'est pas toujours ou même pratiquement jamais isolé? Venez témoigner au 0826 300 300. Et notre expert aujourd'hui, ce soir en tout cas, c'est Claude Moniquet, président du Centre européen pour le renseignement stratégique et de la sécurité et ancien agent de la DGSE. Merci en tout cas d'être en direct avec nous. Philippe Bilger, forcément cette date du 11 septembre aujourd'hui, plus la déclaration de Gérald Darmanin, peut sembler, avec les échéances sportives qui arrivent, peut sembler un peu inquiétant. Vous avez raison, Cécile et Philippe, et j'attends avec impatience de connaître l'avis de Claude Moniquet, que nous avons reçu à plusieurs reprises ici. Brillamment. Oui, et qui est éclairant, contrairement à tant d'experts prétendus. Alors, en fait, d'abord, je me demande si la crainte de Gérald Darmanin introduit un élément nouveau, parce que j'avais l'impression que depuis des années, il était normal qu'on continue à avoir peur des attentats. Ce qui est important, et il le fait savoir, c'est qu'en réalité, on déjoue tout le temps des attentats. Malheureusement, on ne parle que de ceux qui réussissent et très peu de ceux qu'on a, et pour cause des raisons probablement tactiques, on ne parle pas de ceux qui ont échoué. Et dernier élément, Cécile, là, c'est une question que je pose. Est-ce que finalement, la démonstration la plus éclatante de la validité de notre lutte contre le terrorisme n'est pas le fait que les terroristes sont condamnés à des actions, j'allais dire, de type artisanal, apparemment spontanées, qui peuvent créer de terribles conséquences, mais qui ne sont plus du même type que l'horreur du 11 septembre. Jean-Michel, en tant qu'ancien patron du RAID, banditisme, terrorisme, c'est le cas isolé qui est le pire? Oui, alors on est passé de l'année 2015-2016 à des attentats organisés et de réseau, en France, je parle, à des attentats qui sont des attentats internes à nous, avec un terreau qui est un terreau de terroristes français, franco-français, quoi. Pour certains, pour la plupart d'entre eux. Et ça, c'est difficile comme ils ne correspondent pas avec les autres, c'est difficile pour les services de renseignement de les déloger. Mais je rappelle, de les détecter. Mais je rappelle que on a eu un attentat très meurtrier, très organisé, qui est le Bataclan. Il y en a eu d'autres, bien évidemment, malheureusement. Mais on a eu un attentat très meurtrier qui était le fait d'un individu quasi seul, qui était à Nice, et qui a fait quasiment autant de morts. Donc, les uns comme les autres, ils sont toujours évidemment dangereux, et nos services sont dessus. Mais Gérald Darmanin a raison de rappeler ce danger-là et de rappeler que les services sont à la tâche derrière. Tom Conan. Ouais, en tout cas, moi je reste toujours traumatisé, comme la plupart des Français évidemment, par les attentats de 2015-2016 qui ont été rappelés à l'instant. Et puis après, oui, j'imagine que les moyens aujourd'hui des services sont quand même plus adaptés aux nouvelles menaces, si j'ose dire. Aujourd'hui, je pense que l'enjeu, je le dis souvent quand on parle de ces sujets-là, c'est le numérique, avec notamment les messageries cryptées, avec, je suppose, derrière un arsenal législatif qui doit permettre, et je crois que c'est le cas aujourd'hui, d'accéder à des informations qui sont cryptées de façon à pouvoir déjouer des éventuels attentats. Je pense que c'est quand même essentiellement par ce biais aujourd'hui que se fait le contre-terrorisme. Claude Moniquet est avec nous, président du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité, et ancien agent de la DGSE. Aujourd'hui, on parle beaucoup de terrorisme endogène. Oui, il est endogène. Il est tellement endogène que je vous rappelle qu'il y a quelques années, on a eu au cœur de la préfecture de police de Paris, on a eu un attentat dans précisément une des cellules qui s'occupe
des questions d'extrémisme et de terrorisme. C'est dire à quel point, effectivement, aujourd'hui, comme Jean-Michel Fauvergue le disait, on est confronté à un terrorisme qui n'est plus un terrorisme projeté ou reprojeté de l'étranger, comme à l'époque de gloire, entre guillemets, de l'État islamique, mais face à une menace interne qui peut se concrétiser à n'importe quel moment et qui est effectivement extrêmement difficile à déjouer, déjà à repérer et à déjouer. Mais Claude Moniquet, avant de redonner la parole au Vrai Voix, une question. Moi, j'avais lu plusieurs livres où on disait que l'épicentre de tout le terrorisme dans le monde, c'était d'ailleurs surprenant parce que même le 11 septembre a vu des racines. C'est Molenbeek, une ville de la banlieue de Bruxelles. Est-ce que on nous a dit que Daesh avait été anéanti en Syrie et en Irak? Est-ce que Molenbeek, qui était a priori vraiment le centre névralgique du terrorisme en Europe, a été, on va dire, nettoyé? Alors, je pense qu'on a été... Enfin, il est incontestable que les attentats de Paris, enfin ceux de novembre, ont été préparés par des gens qui étaient tous issus du même quartier, de Molenbeek. Mais je pense qu'on a un peu été trop vite en qualifiant cette commune de Bruxelles d'épicentre du terrorisme. Si vous allez dans le nord, sur Roubaix-Tourcoing, vous avez eu des cellules terroristes importantes. Idem dans le sud, dans la région de Toulouse. Idem à Londres avec la Londonistan. Donc je pense qu'il n'y a pas un endroit dans lequel le terrorisme se concentre, si ce n'est vraiment de manière très momentanée. Le terrorisme islamiste a pour caractéristique de se répandre rapidement, entre autres par les réseaux sociaux aujourd'hui, et de pouvoir contaminer des jeunes partout dans le monde. Demain, ça peut être à Paris, ça peut être à Dijon, ça peut être n'importe où, et ça peut être dans une des villes dans lesquelles auront lieu des compétitions des Jeux Olympiques. Philippe Bilger. Claude Moniquet, de la même manière qu'en dans le domaine de la criminalité ordinaire, j'ai pensé que lorsqu'il y a des crimes odieux, atroces qui sont commis, parfois il y a une sorte de mimétisme qui conduit d'autres transgresseurs à faire les mêmes. Est-ce que dans le terrorisme, on peut raisonner de la même manière? Est-ce que parmi tous ces auteurs d'agressions et qui sont apparemment solitaires, est-ce qu'il y a à chaque fois une véritable conviction islamiste, ou est-ce qu'on peut parler d'une sorte de mimétisme par rapport à des actions, elles, terriblement violentes et convaincues? Alors, tout d'abord, une précision. Ça fait 42 ans que je m'intéresse au terrorisme. Des loups solitaires, moi j'en ai connu un seul. C'est Breivik, le néo-nazi norvégien, qui a préparé ses attentats et même rédigé son texte idéologique de 1500 pages tout seul dans une ferme isolée. Tous les autres, ceux qu'on appelle des loups solitaires ou des acteurs isolés, on trouve toujours des gens autour d'eux qui les ont motivés, qui les ont armés, qui les ont amenés sur place, etc., etc. Donc le loup solitaire n'existe pas. Mais maintenant, est-ce qu'il y a un phénomène d'imitation, un effet copycat? Oui, bien entendu. Il est évident que dans les attentats qu'on a connus à partir de 2015 essentiellement, on a eu des attentats fortement idéologiques. L'attaque de Charlie Hebdo le 7 janvier, les attaques du 13 novembre. Et puis on a eu à l'époque et depuis toute une série de types d'un équilibre mental, disons, précaire, qui se sont tout d'un coup auto-investis d'une mission islamique, qui n'était pas islamiste, pardon, qui n'était pas la leur la veille. Donc effectivement, le fait d'assister quasiment en direct à des événements hyper violents peut, bien entendu, créer, comme dans le cas des tremblements de terre, des répliques chez des gens qui sont pas réellement de vrais militants islamistes. Jean-Michel. Oui, Claude Moniquet, là on parle surtout de l'islamisme, mais aujourd'hui on assiste à des montées de violence par des radicalisés qui sont à l'extrême gauche ou qui sont anarchistes. Et dans les années 70-80, on avait la fraction armée rouge, l'action directe en France, etc. Est-ce que vous craignez, alors moi j'ai la réponse, mais je voulais vous poser la question, est-ce que vous craignez une résurgence aussi de ce type d'action terroriste? Alors, effectivement, il y a un risque qui, je pense, se focalise autour de deux milieux. D'une part, on a, et on le voit tous les mois dans les émeutes, enfin dans les émeutes revendicatives, on a toute la mouvance Black Bloc qui peut très facilement, dont certains membres peuvent très facilement évoluer par des actions violentes individuelles de type terroriste. Et puis, on a aujourd'hui un écoterrorisme qui se manifeste dans plusieurs pays, souvent par des actions à bas bruit, mais très régulières. Le chantier, par exemple, du TGV Lyon-Turin est depuis des années l'objet de sabotage. Alors, ce n'est pas des attaques contre des êtres humains, ce n'est pas des meurtres, mais ce sont des bombes, des incendies volontaires, etc. Ce type d'action peut effectivement radicaliser certains acteurs et les amener
à aller plus loin et à tenter l'aventure terroriste. Mais je pense que le terrorisme d'extrême gauche, les milieux d'extrême gauche sont tellement bien connus des services et souvent tellement pénétrés que je pense que ce terrorisme n'aurait pas une grande viabilité. Avant de donner la parole à Tom Conan et à Paul qui nous appelle de Razimet, est-ce que finalement, quand on voit les émeutiers en France qui sont de plus en plus jeunes, est-ce que le terrorisme peut descendre en âge, c'est-à-dire qu'on peut avoir des plus jeunes et surtout des femmes de plus en plus ? Il l'a fait. Il l'a fait, entre autres, à l'occasion du confinement et du Covid. Il y a eu différentes études qui ont été publiées. On a eu des jeunes qui se sont trouvés coupés de leurs amis, coupés de l'école, coupés de l'université, parfois coupés d'une partie de leur famille, et qui se retrouvaient pendant 5, 6, 10 heures devant les écrans, et dont certains se faisaient radicaliser, que ce soit par l'islamisme radical, par l'extrême gauche ou par l'ultra-droite, ce qu'il ne faut pas oublier. Et si on prend l'ultra-droite par exemple, au Royaume-Uni, le plus jeune inculpé dans un projet d'attentat d'ultra-droite, il avait 13 ans au moment où il a été arrêté. Donc effectivement, on a des très jeunes, de très jeunes adolescents dont le cerveau, sans être méchant, n'est pas tout à fait fini, qui peuvent être très facilement influençables et basculer dans la violence. Ouais, je pense qu'il faut quand même après effectivement rappeler la distinction importante qui doit exister entre activisme et terrorisme ou tentation du terrorisme ou radicalisation vers le terrorisme, etc. Parce qu'à un moment donné, après, dans une même discussion, on peut voir les deux termes s'interpénétrer, ce qui est quand même pas du tout le cas. L'activisme, c'est le combat politique. L'activisme peut user éventuellement de moyens comme la désobéissance civile, comme le boycott. Il y a plein d'armes évidemment qui peuvent exister. Par exemple, je voudrais rappeler le débat sur le soulèvement de la terre, où on a pas mal parlé sur Sud Radio notamment. Vous saviez que la dissolution du mouvement avait été prononcée, mais le Conseil d'État a suspendu la dissolution. Pour l'instant, il y a un petit peu une attente de verdict là-dessus, donc sur le soulèvement de la terre. Et donc, il y a beaucoup de mouvements écologistes effectivement qui utilisent des moyens qui peuvent être parfois un peu brutaux, parfois éventuellement violents. Terrorisme, hein, oui, non, mais c'est pour ça. Je pense que le terme de terrorisme est très souvent totalement dévoyé, en l'occurrence, lorsqu'il s'agit vraiment d'activisme, y compris d'activisme un peu brutal et un peu dur. Et 0826 300 300. Paul voulait réagir. Rebonsoir, Paul. Rebonsoir, oui, Paul. Bonsoir à tous. Mais, moi, ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, c'est quand même qu'on voit tous les jours des tirs d'armes de guerre partout dans les banlieues. Là. Kalachnikov. Voilà, Kalachnikov et autres. Dans mon petit département du Lot-et-Garonne, on sait qu'il y a du trafic de drogue et on sait qu'il y a des armes. Et je pense qu'un jour ou l'autre, il y aura des relations qui vont se créer entre ces deux milieux. La drogue, les petits délinquants là, et quelques terroristes, ils pourront récupérer des armes facilement. Est-ce que mon inquiétude est là quand même. Restez avec nous, Paul. Est-ce que justement, Claude Moniquet, il y a un pont entre le trafic de drogue, vous le disiez tout à l'heure, un jeune adolescent de 13 ans a été embarqué, mais est-ce qu'on peut faire un pont entre les deux ? Alors, le trafic de drogue, peut-être. En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que si on reprend les attentats de 2015, on était en face d'acteurs terroristes qui étaient très motivés idéologiquement, mais dont une grande partie, sinon la majorité, avait un passé criminel de droit commun. C'était d'anciens délinquants, c'était d'anciens trafiquants de stupéfiants, c'était d'anciens braqueurs qui, à un moment donné, se sont, sous l'influence de l'État islamique à l'époque, entre guillemets, racheté une conduite, racheté une moralité, si on peut dire, en tout cas de leur point de vue, en se redéfinissant comme n'étant plus des délinquants criminels, mais des guerriers du djihad, des guerriers d'Allah. Oui, cette passerelle existe, et bien entendu, le risque, c'est qu'on a des gens qui sont habitués aux armes, qui sont habitués à la clandestinité, qui sont habitués à se cacher de la police et qui ont facilement accès à ces moyens d'action. Et le rôle des femmes dans le terrorisme ? Alors, le rôle des femmes, il est quand même... chaque fois qu'une femme est repérée, est identifiée, est arrêtée dans le cadre d'un complot réussi ou échoué, évidemment, ça fait la une des journaux. Ça reste, cela étant, aujourd'hui, ça reste minoritaire. Maintenant, Jean-Michel Fauvergue parlait d'action directe. Je vous rappelle que dans le groupe Action Directe, les tueurs étaient en l'occurrence deux tueux, Ménigon et Aubry. Voilà. Donc les femmes, je me rappelle qu'à l'époque, le service allemand disait que si on était confronté à une femme dans une action terroriste, une femme et un homme, il fallait d'abord tuer la femme, parce qu'elle est plus dangereuse. Ouais. Jean-Michel voulait réagir, je crois. Non, mais moi je suis complètement d'accord avec ça, bien évidemment, avec cette analyse, d'où
D'où la dangerosité de récupérer, de rapatrier, je suis désolé de rebondir là-dessus, mais de rapatrier des djihadistes dans notre pays, de Syrie. Et je pense que là... Et de les canaliser, c'est ça ? Là, on a pris un grand risque, en fait. Il y a vraiment un grand risque avec les personnes qu'on a rapatriées de Syrie et d'Irak, Claude Moniquet, parce qu'ils avaient ou elles avaient un passeport français. Il y a un risque certain. Maintenant, il est clair que on est en face d'une question insoluble. Si on ne rapatrie pas ces gens et qu'à un moment donné, certains meurent dans les camps kurdes ou ailleurs, on va ouvrir la porte à des contentieux juridiques, à des procès, à une mise en cause de l'État, à des plaintes contre l'État. Maintenant, effectivement, les rapatrier fait courir un risque. C'est une balance qui est extrêmement difficile à mettre. Il est difficile d'y mettre le curseur au bon endroit. C'est un problème extrêmement délicat. On parle de tuerie de masse souvent, mais on parle aussi aujourd'hui de cyberterrorisme, ce qui devient quelque chose d'aussi important. Là, on le voit avec les hôpitaux, les menaces en tout cas. Est-ce que c'est aussi le même lien et le même que le terrorisme classique ? Est-ce qu'on peut faire aussi un lien ? Alors, j'ai l'impression que le cyberterrorisme, les cyberattaques sont quand même beaucoup plus le fait soit de la criminalité organisée pour des raisons crapuleuses, financières, soit d'États voyous. La Russie, la Chine, je m'excuse, n'est pas un État voyou, mais est un État qui pratique largement la cybercriminalité, et bien entendu l'Iran. Je vois moins un groupe terroriste s'y intéresser parce que c'est moins spectaculaire. Ça peut avoir des effets dévastateurs, beaucoup plus dévastateurs peut-être qu'une attaque armée, mais ça n'a pas le côté spectaculaire recherché d'avoir du sang et des cadavres sur le pavé, parce que c'est ça qui frappe l'opinion très clairement. Philippe Bilger, juste le mot de la fin. Très vite, s'il fallait trancher véritablement dans cette lutte permanente entre le mal quasiment absolu qu'est le terrorisme et la lutte contre lui, vous diriez que depuis des années, on a marqué des points, qu'on est en train de l'emporter ou non ? D'abord, on a été très dur avec nos services pendant très longtemps. Moi, j'y ai participé pendant 20 ans. J'ai vu ça de l'intérieur. Les services français ont toujours été à la pointe dans la lutte contre le terrorisme. Est-ce qu'il y a eu des erreurs ? Oui, il y a eu des erreurs. Est-ce qu'il y a eu des moments où on a été moins fort, moins attentif ? Oui, certainement. Il y a eu, sinon il n'y aurait pas eu d'attentat. Mais je pense que effectivement, depuis l'électrochoc de 2015, les électrochocs de 2015, il y a eu un renforcement à la fois juridique. On a quand même empilé les lois, peut-être d'ailleurs un peu trop, les lois antiterroristes, et on a renforcé les services et les moyens dont ils disposent. Donc je pense que oui, on a progressé depuis 2015. Merci mille fois Claude Moniquet d'avoir été avec nous, président du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité et ancien agent de la DGSE. C'était passionnant.